voie pour que ce qui n'a pas été résolu avec déjà les mesures qui étaient en train d'être suivies avec le Rwanda puisse être mises en application pour qu'il y ait effectivement la paix dans cette région de l'Est. Écoutez, nous sommes en négociation. Le processus est conduit par les Américains et c'est les Américains qui tiennent la médiation. Dès lors qu'une partie n'a pas signé, il faut regarder la pertinence de ces raisons. Et les raisons sont tellement évidentes parce que pendant que nous sommes en discussion, vous avez suivi par exemple en juillet le massacre des civils avec un ciblage ethnique qui a eu lieu dans le Rutshuru. Vous suivez aussi quotidiennement tous ces bruits de bottes qu'on entend. Et donc dans un tel décor, on ne pouvait pas procéder à la signature de ces cadres qui doivent nous permettre de formaliser une coopération économique. Nous pensons que ces cadres doivent venir après que les conditions d'un retour à la paix que nous souhaitons définitive et durable pourront être réunies. Monsieur le ministre, vous parlez aussi cohérence économique. Comment le gouvernement congolais compte-t-il mettre en avant les bonnes conditions encore, les intérêts de la population en avant, notamment dans la signature de cet accord? Nous parlons de cohérence dans notre stratégie. Évidemment, c'est une question épineuse lorsqu'on veut parler d'économie dans un contexte où il y a les bourreaux qui tuent. Mais nous connaissons les vraies raisons de la guerre. Les vraies raisons de la guerre sont économiques. C'est une guerre de pillage. Si nous regardons, d'ailleurs, si vous regardez, il y a une vidéo qui a été produite récemment avec des images satellites qui vous donne une indication de l'activité minière spécifiquement à Rubaya. Vous voyez que c'est ça la raison de la guerre. Et donc ici, on veut traiter d'abord les questions qui sont liées à la sécurité, les menaces sécuritaires. Dès qu'on a fini de le traiter, parce que ce soit le Rwanda, le Burundi ou tous les autres pays de cette partie de l'Afrique, c'est des pays qui sont voisins avec lesquels nous devons collaborer. Et nous pensons qu'une fois que la paix est restaurée, nous allons voir comment, à travers le cadre d'intégration économique régionale, travailler aux conditions qui permettent l'exploitation de tous les potentiels qu'il y a dans la région. Mais le potentiel qu'il y a dans la région appartient d'abord aux Congolais. Et donc nous allons nous assurer que dans ce qui se fera, que le Congolais puisse tirer leur profit et les effets induits qui ne concernent pas seulement le Rwanda toucheront au Burundi et tous les autres pays de la région. Merci. Je vous remercie. Monsieur Patrick Lacoué pour vos questions. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Face au bruit de bottes qu'il y a couramment à l'est du Congo, quelle est la réponse de la RDC? Écoutez, ce n'est pas compliqué, au-delà du fait que nous avons un mécanisme ou un cessez-le-feu obtenu, mais chaque fois qu'il y a une menace à la sérénité de nos populations, nous avons des forces armées qui font leur travail. Merci beaucoup. Les prochaines réunions, pour la deuxième question, les prochaines réunions à Doha, c'est avec le M23 ou le Rwanda? Souvenez-vous que le président de la République... J'ai même envie de vous interrompre tout de suite parce que je l'ai bien rappelé et je rappelle encore. Washington, c'est le cadre des discussions bilatérales entre la RDC et le Rwanda. Et Doha, c'est le cadre des discussions entre les M23 et la RDC, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, c'est que la question c'est pourquoi ne pas le faire avec celui qui donne l'ordre au pantin au lieu de rester sur les pantins qui commencent à prendre un peu de volume. Bon, écoutez, de toute évidence, il ne faut pas suivre les agitations que nous voyons. Les négociations se font, je ne serais pas cru en disant, pour mettre fin aux activités notamment du M23 et AFC, parce qu'il n'y a aucune disposition dans notre Constitution qui reconnaît l'existence d'un groupe militaire ou des rebelles qui puissent se permettre et penser qu'ils peuvent administrer une partie du territoire. Il n'y a aucun texte de l'Union africaine, encore moins la Charte des Nations Unies qui le reconnaît. Et donc, nous discutons justement des conditions de la mise à mort de ce mouvement dans sa forme actuelle. Évidemment, parce que nous serons dans un chapitre des négociations, évidemment qu'il y aura des concessions qui pourront être faites suivant l'accord de principe qui a été établi, parce que l'objectif, c'est de revenir à la paix.
C'est moi qui vous remercie. On va prendre les questions de Pichu Mulumba qui sera suivi de Corneille Loubaki. Monsieur le ministre, j'ai noté la fin du soutien au M23 et la levée des mesures défensives du Rwanda sont, selon vous, le gouvernement, des prérequis non négociables. Et pourtant, c'est les statu quo sur le terrain, avec d'ailleurs les M23 qui recrutent davantage. Faut-il conclure que le perspective des rapprochements qui avait démarré fort entre Kinshasa et Kigali s'éloigne finalement? Et si les statu quo se maintenaient, aviez-vous un autre plan? Bon, écoutez, il faut regarder les processus, il est complexe. Regarder les processus, il est difficile. Moi-même, lorsque je m'exprimais sur la question dans un forum aux États-Unis, je disais, bon, on n'a jamais été aussi proche à la fois de la paix et de la guerre. Lorsque vous regardez la situation sur le terrain, évidemment, il y a des éléments d'inquiétude, au-delà de toute la manipulation, parce que normalement, lorsque nous avons déjà commencé à discuter, plus aucun mouvement de botte ne devrait se faire. Mais nous connaissons ceux avec qui on a affaire et nous avons, nous aussi, notre ligne qui tient pour les questions de cet aspect-là. Pour le reste, je viens de vous parler de ce qui s'est passé à Washington. Il y a des textes qui ont été travaillés par les deux parties, y compris l'implication du gouvernement américain, où il y a un mécanisme qui a été mis en place qui va permettre aux Américains de suivre la situation sur le terrain. Il y a un rôle qui nous est dévolu, mais il y a aussi un rôle qui est dévolu à la médiation. Ici, nous savons tous que sur cette question de l'Est, nous avons plusieurs solutions. On a évidemment la solution du front militaire, mais la solution du front militaire, ce n'est pas la solution qui a été privilégiée pour le moment parce que nous sommes en train de discuter. Ici, l'idée, c'est de donner toutes les chances à ce qui s'est fait actuellement à Washington, à Doha, pour nous permettre d'arriver à la solution avec le moins de pertes en vies humaines possible. De toute évidence, les différentes agitations, nous les voyons, nous les monitorons, nous les suivons, et il y a des actions qui sont prises. J'étais ici avec le ministre notamment de la Justice qui avait l'occasion de vous dire ce que nous comptons faire, mais ici, il n'y a pas de doute sur notre volonté de parvenir à la paix et la paix à tout prix. Et parlant des Doha, quels sont les principaux points de friction? Bon, écoutez, sur Doha, il y avait d'abord la question de prisonniers, parce qu'il y a, si vous lisez l'accord, j'aurais voulu que chacun de vous se munisse de l'accord, parce que parfois, c'est toujours mieux de discuter avec le support de ces textes. Lorsque vous regardez ce qui avait été dit à Doha, on a parlé des mesures de confiance. De mesures de confiance, je peux vous relire dans ce qui est dit dans les mesures de confiance. Les parties s'engagent à prendre des initiatives concrètes visant à rassurer la population de la République démocratique du Congo et à créer un climat favorable à un dialogue constructif en vue de parvenir à une paix durable. Les parties reconnaissent l'importance et l'urgence de la mise en œuvre de chaque mesure de confiance, soulignant leur rôle déterminant dans le renforcement de la confiance mutuelle et la suite du processus de paix. Les parties s'engagent à instaurer les conditions nécessaires à l'application effective de ces mesures, notamment la mise en place avec la facilitation du Comité international de la Croix-Rouge et dans le cadre de la loi congolaise, d'un mécanisme permettant l'organisation de la libération des prisonniers ou détenus d'intérêt par l'une ou l'autre partie. Et donc, sur la question des mesures de confiance, justement, je vous ai dit qu'un mécanisme a été mis en place, qui a été formellement signé avec les CICR, et donc il faut considérer que la première condition a été remplie en termes de mesures de confiance. Évidemment, on va dire la prochaine étape, ce sera la libération de prisonniers, mais la libération doit se faire dans les cadres de la loi congolaise. C'est ce qui est écrit dans l'énoncé des principes, et toutes ces questions feront l'objet des discussions à venir, et nous aurons évidemment, parce que nous sommes transparents sur le sujet, l'occasion de revenir pour expliquer ce qui en ressortira. Voilà, on va prendre les questions de M. Corneille Loubaki. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais revenir un peu sur la question de statu quo. J'ai deux petites préoccupations. D'abord, on avait suivi, parlant de l'Assemblée générale de l'ONU, le président Trump qui s'est vanté tant soit paix de la paix entre la RDC et le Rwanda, mais quand on sait que les choses tangent, est-ce qu'à ce point-là, on pourra dire que jusqu'à ce jour, Kinshasa fait toujours autant confiance aux États-Unis où le pays reste ouvert à d'autres voies de médiation d'autres pays?
Évidemment que nous faisons confiance à la médiation américaine. Le président Trump, dans son discours, a parlé de la paix. Évidemment, s'il faut s'y référer à l'accord qui a été signé, on va dire que sur papier, nous avons la paix. Mais il y a une distance entre les volontés coulées sur un document diplomatique et la réalité effective sur le terrain. C'est pour ça que nous continuons, je vous ai dit tout à l'heure, en parlant de réunions de mécanismes de coordination de la sécurité ou en parlant de la réunion du comité conjoint de surveillance, que ça se tient avec la présence des experts américains. Et donc, il faut considérer que les services américains sont pleinement au courant de la situation sur le terrain et on va continuer à travailler à la fois avec nous et la partie rwandaise dans l'application de ce qui avait été convenu. C'est pour ça que je vous ai parlé de l'ordre opérationnel qui permettra la mise en œuvre du CONOPS. C'est en ce moment-là qu'on pourra, à la fin de l'exercice, avec le comité des surveillances qui est comme un comité de supervision dirigé par les Américains, ils pourront faire le point et prendre évidemment d'autres mesures qui s'imposent dans l'hypothèse où un acteur ne s'acquitte pas des responsabilités qui sont les siennes pour permettre le retour de la paix que le président Trump souhaite tant et que nous tous nous souhaitons aussi. Ok, autre question, le processus de paix via un dialogue notamment national. On veut d'un dialogue ici aussi au pays, mais en même temps on a condamné l'ancien président à la peine de mort. La CENCO notamment a réagi. Un commentaire du gouvernement. Bon, écoutez, vous connaissez la tradition, ce que le gouvernement, on ne peut pas commenter des décisions de justice, mais sûrement qu'il y a des voies de recours pour que la personne condamnée puisse y retourner. Ici, pour ce qui concerne le dialogue au niveau national, il vous souviendra qu'une feuille de route a été annoncée par les différentes confessions religieuses qui ont été élargies, pas seulement, qui ne se sont pas limitées simplement aux catholiques et aux protestants, et donc le moment venu, les garants de la nation, le président de la République, qui en l'occurrence s'est déjà montré disposé, pourra communiquer son agenda pour permettre à cette initiative de voir le jour. Merci. On va prendre les questions de M. Touvert et puis qui sera suivi de M. Benoît Nimba. Merci, Monsieur le ministre, pour la parole. Une photo vaut 1000 mots. Aujourd'hui, deux autorités implantées par le M23 posent avec armes les deux vice-gouverneurs au gouvernorat. Doha a dit qu'il faut des mesures de confiance. Comment la population de Goma peut-elle interpréter cette pose? Écoutez, je suis très mal placé. D'abord, je n'ai pas vu, mais tout ce qui ressort de cette partie, c'est beaucoup d'agitation. C'est beaucoup d'agitation simplement parce qu'on sait que c'est une aventure qui ne durera plus longtemps. Dans la forme actuelle, il ne faut pas rêver. Et donc, les messages qui veulent passer, c'est les messages de la criminalité. C'est évident que si vous êtes disposé pour la paix, vous montrez dans l'attitude. Lorsque nous, quotidiennement, nous suivons la situation sur le terrain, c'est des intimidations, c'est des assassinats. Et lorsque vous me dites, je n'ai pas vu qu'ils osent se brandir en armes, ils vous montrent clairement ce qu'ils font de ces armes, ce qu'ils utilisent contre les civils. Et ne vous y trompez pas, tous les actes, tous les crimes qui sont quotidiennement commis sont enregistrés et les moments venus, la composante judiciaire, on en a parlé ici, ne sera pas oubliée parce qu'il est hors des questions de consacrer un régime d'impunité dans un contexte où vous avez des gens qui pensent que c'est par la terreur qu'ils peuvent se faire accepter, mais la population de Goma, celle de Bukavu et d'autres parties du territoire démontrent quotidiennement que ces gens ne sont pas les bienfaits. C'est clair. Monsieur Benyanyemba. Oui, Excellence. Aujourd'hui, la CICR a lancé une alerte sur l'accès de soins de santé qui devient de plus en plus inaccessible au Nord Kivu. Quelles sont les alternatives que le gouvernement propose sur ces problèmes? Deuxième question, Excellence. Il y a un communiqué qui a circulé la semaine passée de ceux qui gèrent Nord et Sud Kivu, mettant en cause tous les documents délivrés par Kinshasa. Je parle de carte de résidence ou visa, ils commencent à refuser tous les documents délivrés de l'administration de Kinshasa. Et quels sont vos commentaires? Merci. Bon, écoutez, de toute façon, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'agitation. Ne vous y trompez pas.
Goma, Bukavu font partie de la République démocratique du Congo. Et il est hors des questions, pour ceux qui sont là, de penser qu'ils peuvent poser des actes qui changent, notamment les règlements en matière des déplacements de population ou même des expatriés. Ne vous y trompez pas. Et c'est clair, et nous l'avons dit, nos populations qui sont dans les villes de Goma n'ont pas, par exemple, besoin de payer un laissez-passer ou un tenant-lieu, un document établi par les occupants qui sont illégitimes pour penser faire des déplacements. C'est pour ça qu'il y a eu une instruction qui a été donnée aux compagnies aériennes. Mais par contre, toutes nos ambassades environnantes sont instruites pour que tous les Congolais qui sortent de cette partie du territoire, s'ils veulent venir à Kinshasa, on leur délivre gratuitement un document qu'on appelle sauf-conduit qui leur permettra de s'émouvoir. Pour le reste, je ne sais pas si c'est que vous méditez authentique parce qu'ils sont coutumiers notamment de faire de la grosse manipulation pour tenter de légitimer une forme de gestion, mais tout ça c'est des actes qui démontrent simplement que la fin est proche. Et nous disons à tous les Congolais qui sont ici et qui sont là-bas de ne pas prêter foi à de tels actes et à carrément les déconsidérer. Comment vous pouvez penser que s'ils sont des bonnes intentions, au-delà des régimes, de ces régimes de privation, des terreurs, comment ces gens-là peuvent penser qu'ils peuvent par exemple revenir sur une réforme majeure comme la gratuité de l'enseignement? Et dans tout ça, vous voyez qu'il n'y a qu'un seul agenda, imposer la souffrance. Alors, sur la question que vous posez, les soins de santé, mais évidemment, dans un tel décor d'insécurité, dans un décor où l'aéroport, qui est l'une des voies d'approvisionnement est fermée, dans un décor où ceux qui y sont par défi ou par crime, comment pensez-vous, par exemple, que le personnel de santé, qui a été particulièrement ciblé, souvenez-vous, ici, dans un briefing avec le ministre de la Santé, lorsque nous donnions les bilans par zone de santé, parce que le ministère de la Santé est organisé, un peu à l'image des services d'intelligence, il reçoit des rapports de zone de santé au quotidien. Les agents de santé ont été ciblés, notamment parce qu'ils renseignaient sur le nombre de morts. Et donc c'est tout à fait normal que dans des conditions comme celle-là, qu'il y ait des difficultés. Mais nous, le gouvernement, l'alternative, c'est de continuer à travailler, notamment avec des agences humanitaires. C'est pour ça qu'il est impératif, au-delà de tout ce qu'il y a comme problème de sécurité sur le terrain, de laisser les couloirs aux humanitaires qui leur permettent d'apporter l'appui à nos populations. Et de ces points de vue, le gouvernement ne se dérobe pas et nous nous assurons, nous vous avions parlé en début février, on parlait notamment des dons des sons qui ont été pris à Kinshasa, mais qui ont été acheminés à travers les moyens des humanitaires pour nous assurer que pour nos populations qui sont en souffrance et pour nos populations qui ont besoin d'appui, que l'appui leur parvienne. Les instructions données aux compagnies aériennes, est-ce qu'on peut avoir de détails? Comment? Les instructions que vous venez de dire, vous avez donné des instructions. Bon, je pense qu'on aura peut-être dans un des cadres organisés l'occasion d'avoir les précisions de la DGM qui s'occupe de la migration, mais ce que je sais, c'est que les autorités de fait ne sont pas en droit d'établir un quelconque document qui s'appelle tenant-lieu ou que ça s'appelle comment, qui puisse être reconnu par les compagnies aériennes parce qu'ils ne sont pas en droit de le faire.